Bienvenue à cette troisième capsule sur les distributions à deux caractères. Dans le cadre de la capsule précédente, on a vu comment on pouvait apprécier le coefficient de corrélation, c'est-à-dire être capable de qualifier si la corrélation, donc le lien entre deux caractères, est nulle, faible, moyenne, forte ou même parfaite. Alors, dans l'exemple qu'on voit ici, on a le faible, moyenne, forte et parfaite. On n'a pas nul. Alors, nul lorsque on a un nuage de points qui présente aucune structure entre les deux caractères. Donc, vraiment là, des points qui semblent complètement éclatés, là, par exemple ici. Et on n'arrive pas à voir une structure se dégager. Est-ce que c'est positif, négatif? C'est pas clair. Alors, on va dire que c'est un coefficient de corrélation nul. Voilà. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est on va être capable de quantifier. Donc, trouver une façon qui n'est pas la façon qu'on utilise en maths avancée, mais qui va être tout de même très bien, et c'est celle qui est au programme cette année. Comment on peut estimer le coefficient de corrélation, c'est-à-dire associer un nombre au coefficient de corrélation pour être capable de distinguer ce qui est ce qui est moyen de fort. Donc, il va y avoir un nombre pour parler de cette réalité-là. Alors, d'abord, je vais retourner au contexte qu'on va utiliser pour l'ensemble de toutes les capsules, c'est-à-dire les statistiques sur les 20 meilleurs cyclistes à une compétition nationale. Alors, nous voici de retour avec ce contexte où on a diverses distributions, donc divers caractères étudiés, la taille, la masse, l'âge, l'expérience, ainsi de suite. Et là, on va vers des données plus spécifiques au cyclisme. Le temps moyen d'entraînement, la vitesse moyenne, la vitesse de pointe, la puissance de pointe en watts et le rang national parmi les 20 meilleurs. Alors, voilà. Et à droite, je me suis permis d'illustrer une première distribution en deux caractères où on va étudier l'impact que peut avoir la vitesse de pointe en km/h sur la puissance de pointe. Dans le fond, je ne l'ai pas écrit, mais puissance en watts. Alors, on s'aperçoit d'entrée de jeu que les points sont très rassemblés les uns sur les autres. Alors, c'est sûr on pourrait qualifier ça d'une corrélation forte. Alors, on pourrait dire qu'en effet, plus un cyclisme a une vitesse de pointe, une grande vitesse de pointe, ben, plus il y a aussi une grande puissance. Vous pourriez dire, à raison, ben, on s'aperçoit que l'impact de la vitesse de pointe n'est pas si grand. Mais là, c'est sûr que là, on a utilisé ce qu'on appelle une échelle carrée. C'est-à-dire que ici, l'espace de 20 km à l'heure correspond à une vitesse voyons, à une distance de 20 watts. On parle de données complètement différentes ici. C'est certain qu'on aurait pu étirer notre nuage de points pour beaucoup mieux voir la répartition ici entre les points. Et ça aura un impact sur le coefficient de corrélation qu'on va estimer. Puis c'est d'ailleurs ça un des problèmes qu'on a avec l'estimation, et c'est pour ça que ça demeure une estimation. C'est que c'est sensible au choix de graduation. Alors, ici, si on y va avec bon, quand je dis sensible, il y aura des écarts, ils ne seront pas immenses, mais ils seront là quand même. Alors, premièrement, on va parler de ce que c'est le coefficient de corrélation. Alors, c'est un nombre. Alors, ce nombre-là, on le symbolise par R. Alors, on va se donner une définition. R va être égal à environ un entier moins la mesure d'un petit côté d'un rectangle qu'on va utiliser pour encadrer notre distribution. Mesure du petit côté divisé, donc c'est le rapport, par la mesure du grand côté. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le nuage de points qui est ici et on va l'encadrer. On va créer autour de ce nuage de points-là un rectangle qui va englober tous les points. Attention, il arrivera parfois, et ça sera une question de jugement, de décider est-ce qu'une donnée, un point, peut être ce qu'on appelait vraiment en dehors du nuage de points de façon anormale. On appellera ça une donnée aberrante. Alors, par exemple, on pourrait se questionner, ce cycliste-là, il est beaucoup plus puissant que les autres. Est-ce que c'est anormal?
ben, c'est sûr qu'on pourrait aller l'associer, on pourrait aller le trouver dans la distribution. On pourrait dire, ben, c'est 452 watts, ben, c'est le premier, c'est normal, il est phénoménal. Est-ce qu'il est aberrant? Non, ça va de soi. Par contre, si on avait quelque chose comme vraiment hors norme, on pourrait parler de 800 watts, mais là, on pourrait se questionner, est-ce qu'il y a eu une erreur de mesure, et ainsi de suite. Et là, on pourrait décider d'écarter le point aberrant, ce qui n'est pas le cas ici, il n'est pas aberrant. On pourrait décider de l'écarter de la corrélation parce qu'il est dû à une erreur. Il est dû à une anormalité. Ce qui n'est pas le cas ici. Alors, on va devoir tracer un rectangle autour de cette distribution. Mais qui dit rectangle dit 4 angles droits, 2 paires de côtés isométriques. Et pour ça, ben, il faut prendre un équerre et une règle pour bien faire les choses. C'est ce que je vais faire à l'instant. Alors voilà, on a un équerre et une règle qu'on pourra se servir. Donc, premièrement, bien important, c'est d'aller disposer la règle pour faire un premier côté de notre distribution, donc de notre nuage de points. Fait que ce qu'on veut faire, c'est vraiment encadrer tous les points. Alors, le plus serré possible. Alors, ici, on va se faire un segment de droite qui va venir. Là, on n'a pas le choix. On va le faire dépasser un petit peu. Et l'objectif étant qu'on veut faire un rectangle. Voilà, pour commencer. On ferait la même chose de l'autre côté. Bon, ici, avec ma règle, moi, tout ce que j'ai à faire, c'est de me faire une copie de ça. Mais on veut s'assurer, donc pour être à angle droit et parallèle, on peut aussi se servir de nos instruments de géométrie. Alors ici, j'ai un équerre qui va servir seulement pour garantir l'angle droit. Je ne m'en servirai pas pour les mesures. Alors, même chose. Je me fais un angle droit ici. Voilà. Et maintenant, ben, je reproduis de l'autre côté. Donc, ce que je ferai à nouveau, un autre angle droit là-bas, sans rien changer. Bon, bref, on trace un rectangle, ce que vous savez faire sans aucun problème. Voilà. Peut-être un petit peu plus long. Et on termine avec le dernier côté, que voici. Bon, voilà pour le rectangle. Le plus petit rectangle possible qui encadre tous les points. Maintenant, on est rendu à pouvoir mesurer donc notre petit côté, notre grand côté, et on va faire le rapport. Alors là, cette fois-ci, je vais rejeter mon équerre parce que j'ai changé les graduations. Alors, je vais me servir de ça ici pour mesurer chacun de mes côtés. Et l'important, c'est peu importe l'échelle qu'on utilise, ça peut être des pouces, des millimètres, des centimètres, ça ne change rien parce qu'on va utiliser la même pour le petit et le grand et ça va nous donner un rapport. Alors, par exemple, ici, je pourrais dire que j'ai environ 126 mm pour le grand côté. Alors, je pourrais dire, bon, c'est environ 1 moins 126 mm en dessous. Et je fais la même chose pour le petit côté. Disons 15 mm. Alors voilà. Et comme je vous disais, bien sûr, les unités de mesure n'importent peu parce qu'elles vont se simplifier. Ce qui va nous donner un coefficient de corrélation pour cette distribution de environ 1 moins 15 divisé par 126. Et on va donner un nombre décimal, ce qui va nous donner un nombre décimal ici, 0,88. Alors voilà, c'est une approximation, fait qu'on peut dire que on pourrait avoir une corrélation de 88% de lien entre les deux. Donc c'est fort. Alors si on revient à ce qu'on avait tout à l'heure, où on regardait on qualifiait faible, moyen, fort et parfait, ben c'est sûr qu'ici qu'avec 0,88, ça serait fort. Parfait, ça serait 1 ou moins 1. Là, il me restait un petit détail. Ici, on s'aperçoit que la corrélation, elle est positive. Alors, parce que lorsque la vitesse de pointe augmente, on voit que la puissance augmente aussi. Et dans le fond, il manque une chose à notre coefficient de corrélation. Qu'est-ce qu'on fait lorsque la distribution elle est négative, lorsque la corrélation elle est négative? Alors pour ça, on va devoir rajouter quelque chose à notre petite définition. On va dire que c'est plus
ou moins 1. Alors, plus ou moins 1. Et selon le cas, on va choisir plus, comme ici, ou moins si c'était une distribution à deux caractères dont la corrélation elle est négative. Donc, si on s'apercevait qu'une augmente alors que l'autre diminue. Ce sera le cadre de mon prochain exemple. Alors, dans cet exemple, on va regarder l'impact que peut avoir la puissance de pointe par rapport au rang national. Donc, on s'aperçoit que plus un cycliste a une grande puissance de pointe, meilleur est son rang national. Mais avoir un bon rang national, c'est arriver le premier, le deuxième, et ainsi de suite. Or, on a une corrélation négative. On va aller calculer le coefficient de corrélation de cette distribution à deux caractères. Donc, je ne vais pas vous montrer à nouveau, mais je vais encadrer par le plus petit rectangle possible et mesurer les deux dimensions du rectangle. Alors voilà pour l'encadrement par le plus petit rectangle possible. Maintenant, pour les mesures. Alors voilà, 34 mm pour le plus petit côté et 165 environ pour le grand côté. Je vous rappelle que le choix d'unité de mesure n'importe peu puisqu'il s'agit d'un rapport. Les unités de mesure vont se simplifier. Alors, autre chose sur laquelle je vais attirer votre attention, cette fois, je n'ai pas choisi une échelle carrée. Alors, ce que je veux dire par là, c'est qu'ici, on voit que 360 à 380, ça correspond à 20 unités de puissance, 20 watts, alors qu'ici, c'est un rang de 5. Alors, c'est certain que si quelqu'un d'autre choisissait une graduation un peu différente de la mienne, on aurait des résultats légèrement différents. Ils ne seront pas dramatiquement différents, mais ils seraient différents pareil. Ça demeure une estimation, c'est ça sur quoi je veux attirer votre attention. Alors, on y va. Donc, le coefficient de corrélation est environ égal à plus ou moins 1 par définition, moins la mesure du petit côté, divisé donc, en rapport avec la mesure du grand côté. C'est la façon de l'estimer. Chose importante, je réalise que j'ai fait cet oubli précédemment. Il faut mettre une parenthèse ici. D'accord? Donc ici, justement, dans notre cas, on va avoir donc, le coefficient de corrélation qui est égal à moins 1 moins la mesure du petit côté. Pourquoi ça prend une parenthèse? Parce que si on ne mettait pas de parenthèse, on aurait un coefficient de corrélation qui serait plus petit que moins 1. Puis ça, c'est pas logique. Je vais vous expliquer ça tout à l'heure, le domaine de définition. Alors ici, on aurait 1 moins 34. Donc, inutile d'écrire les unités de mesure puisqu'elles se simplifient sur 165. Et on fait ce calcul-là. On fait donc 1 moins 34 165e et on met le résultat négatif. C'est ça la nuance importante. On obtient environ 80. Donc, ça va devenir moins 0, c'est 79. Là, allons-y avec 79. Alors, c'est encore qualifié de fort. Alors justement, là, ça serait intéressant de voir qu'est-ce qui fait que là on pouvait associer, juste à regarder le nuage de points, que c'était fort, moyen, faible, ainsi de suite. Là, on va pouvoir maintenant associer un nombre à ça. Dire, ben oui, entre tel nombre et tel nombre, on qualifie ça de fort, moyen, faible, ainsi de suite. C'est la dernière partie de cette capsule, avant que je puisse vous laisser aller estimer des coefficients de corrélation. Pour cette dernière partie où on a une synthèse visuelle, j'ai fait appel à une ressource du manuel Intersection SN4 de la maison d'édition Chenelière. Donc, où on voit le lien, donc le sens positif. Alors, si dans la première partie, on a un sens positif, je vais vous montrer le schéma en entier. Donc, voilà comme ça. On va revenir, on va aller l'analyser. Alors, ici, dans toute cette partie, ce sont des distributions à deux caractères où la corrélation est positive. Alors, ici, on commence par parfait. On a une parfaite droite. Donc, si on estimait le coefficient de corrélation, on arriverait à 1. Ensuite de ça, ici, c'est fort. On aurait un coefficient de corrélation de 0,9.
Et moyen, on voit, on a une échelle à peu près, donc moyen 0,6 environ. Donc entre les deux, on aurait à décider, là, est-ce qu'à 0,8 on est fort ou moyen? Bof, ce ne sont que des mots. C'est pour ça que c'est important de le quantifier, comme ça on a quelque chose de plus rigoureux. Et ainsi de suite. On descend faible, puis à la limite nul rendu là parce que c'est pas très très parlant. Ça, c'est positif, puis que ce soit positif ou négatif, ça ne changera rien. On peut avoir une corrélation forte lorsque elle est négative, même parfaite. Alors, c'est vraiment juste une question de dans quel sens varient les variables, donc les caractères. Alors ici, on s'aperçoit que ça serait faible, même si c'est négatif. Ici, c'est moyen, mais négatif, et fort. Et enfin, on termine avec parfait. Donc, chose à noter, ce que je n'ai pas dit auparavant, le coefficient de corrélation, c'est un nombre qui va être plus grand ou égal à moins 1, tout en étant inférieur ou égal à 1. Donc, c'est son échelle. Moins 1, c'est parfait. 1, c'est parfait aussi. Plus c'est près, donc plus le nombre est proche de soit 1 ou moins 1, plus son intensité, elle est forte. Alors voilà, c'est ce qui conclut cette capsule sur l'estimation du coefficient de corrélation. Et bons exercices.